Salut, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. On se réveille avec l'actualité au Parlement et à la Cour constitutionnelle. Ici, on connaît désormais les nouveaux patrons de la haute juridiction, d'anciens visages, mais promus à de nouveaux postes de responsabilité. Razaki Hamouda Issifou, magistrat hors classe, à la retraite, crédité d'un parcours très édifiant, précédemment vice-président de l'institution puis intérimaire après la démission de Joseph Djogbenou, est élu président de la Cour. Sylvain Nouati, magistrat hors classe, à la retraite de même, prend la vice-présidence. Cette Cour réduite à 6 conseillers a entre autres pour mission de traiter du contentieux électoral. Et justement, les élections pointent à l'horizon. C'est prévu pour le 8 janvier 2023. Le Bénin est en plein dans le processus de désignation de 1609 représentants au Parlement 9e législature. Nous aurons ce matin à parcourir les 11e et 12e circonscriptions électorales dans le département du Koufo précisément. Nous aurons à apprécier le comportement électoral des électeurs et voir ce qu'il en est de l'occupation du terrain par les forces politiques en présence. Ces forces politiques, comme vous le savez, représentées par des acteurs politiques. Dans cette région politique, la bataille politique se fera. Restez avec nous. Le forum interviendra juste après le journal des sports d'Hakim Ousseli. Et puis, au Parlement, les députés ont satisfait à la demande du gouvernement. Ils ont en plénière dans la journée d'hier mardi acté la restriction du droit de grève dans le secteur des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Ceci autour de 2 articles de la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin. On dira un mot là-dessus avec les débatteurs. Parmi les débatteurs, nous avons Akhavali Para déjà installé. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Merci d'être là. Avec vous, ce sera la une des journaux. Et voici la une des journaux. Allez, que dit la presse dans sa livraison du jour à Khabalipara? Oui, Christian Dandédian, la Caisse nationale nous réveille avec les échos de la ville capitale, l'Assemblée nationale notamment, où une loi a été votée pour revoir les questions de grève dans les secteurs du transport de de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Il y a également l'écho de la Cour constitutionnelle où le visage qui remplace désormais Joseph Djogbenou est connu, Razaki Hamouda, qui est élu donc par ses pairs. On va prendre donc les premières informations telles que relayées ce matin par le quotidien Maison Fraternité dans les secteurs des transports, de l'hydrocarbure et de l'aéroportuaire. La restriction du droit de grève votée par les députés à l'Assemblée nationale. Et puis Cour constitutionnelle, Razaki Hamouda élu président, Sylvain Nouati à la vice-présidence. Et puis atelier d'échange à Cotonou, la Caisse nationale de sécurité sociale se préoccupe de la sécurité sociale des agents des collectivités locales. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Clécan et dans le reste de nos éditions. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Coopération avec les Pays-Bas, le président Patrice Talon et les fruits de la bonne gouvernance. Il faut dire que la visite de travail du président Patrice Talon en terre néerlandaise les 4 et 5 octobre dernier est à la fois chargé de sens et de symboles, ne serait-ce qu'au regard de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Pendant ce temps, la Nation nous apprend donc que Razaki Hamouda Issifou est le tout nouveau président de la Cour constitutionnelle. Produits pétroliers, l'ajustement des prix est-il évitable? S'interroge le quotidien de service public. L'informateur cette fois-ci qui nous informe donc qu'il y a eu restriction cette fois-ci donc restriction des droits de grève en République du Bénin au niveau de 3 secteurs touchés et les députés à l'Assemblée nationale parlent du souci de préserver la vie des populations et de régler un problème de stabilité et de quiétude. Cour constitutionnelle, Razaki Hamouda Issifou succède à Joseph Djogbenou. L'informateur qui nous informe toujours qu'à la suite de l'incident au CNHU Hubert Maga de Cotonou, 4 agents sont dans les liens de la justice.
Le télégramme à présent, enregistrement des candidatures, campagne électorale, proclamation des résultats provisoires ou des grandes tendances, les grandes dates à retenir pour les législatives du 8 janvier 2023. Et puis plénière à l'Assemblée nationale, la loi complétant et modifiant la loi portant exercice des droits de grève adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. La presse du jour, cherté des produits pétroliers sur le marché mondial, l'urgence de réajuster les prix. Et puis, système électrique, la SBE donne des astuces pour économiser l'énergie électrique. Quotidien Le Matinal, Cour constitutionnelle, Razaki Hamouda Issifou élu président, Sylvain Nouati porté à la vice-présidence. Et puis secteur aérien, maritime et hydrocarbures, la loi interdisant le droit de grève votée par les députés. Et puis décès au service de réanimation du CNHU, Hubert Maga de Cotonou, 4 personnes en garde à vue à la brigade criminelle. Matin libre, Bénin après le drame du CNHU, Talon invité à avoir la main lourde. Et puis Bénin toujours, la grève interdite aux contrôleurs aériens. Quotidien La Cloche, décès de 4 patients au CNHU Hubert Maga de Cotonou, le directeur général et sa suite, le coup près sous la gorge. Et puis présidence de la Cour constitutionnelle, Razak Hamouda Issifou succède désormais à Joseph Djogbenou. Et puis Assemblée générale élective à la PADEM Bénin, les crises au sein des associations fêtières ont polarisé les abstentions, constate le quotidien La Cloche. À la une maintenant du quotidien La Boussole, la limitation à 3 du mandat des députés, la Cour lève l'équivoque et renvoie l'application après 2026. Plus d'inquiétude donc pour les vétérans, titre La Boussole. Les 4 vérités cette fois-ci. Affaire décès de 4 patients au CNHU de Cotonou, 4 personnes en garde à vue. Le point sur l'enquête à lire dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités. Le journal qui nous apprend que Lydia, l'un des patients décédés, sera inhumé samedi prochain. Élection législative de janvier 2023. Le médiateur de la République rencontre les partis politiques et les structures impliquées. On suivra tout à l'heure le compte rendu de Narcissa Alossé, désormais de notre antenne régionale Mono Koufo. Nord-Sud quotidien cette fois-ci. Union progressiste, le renouveau dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou fait adhérer une horde de conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. Et puis octobre à la place de l'Étoile Rouge, grand marché des produits Made in Bénin. Quotidien Le Grand Juré, supposé démission d'une 50aine de militants dans la 20e circonscription électorale. L'ancien député Michel Missekodé, une espèce en voie de disparition qui délie. Et puis, il y a eu adhésion des conducteurs de taxi moto dans la 6e circonscription électorale. Adhésion au niveau donc du parti Union progressiste. Le renouveau, c'était hier. Les hommes en maillot jaune ont cru à l'animal politique Roland Zossou. On est maintenant à la une du quotidien Défi Info législative de janvier 2023. Le journal donne à lire et à voir le visage de ceux qu'il estime être présents sur le terrain politique. Et puis adhésion de l'Union progressiste, adhésion à l'Union progressiste, le renouveau. Roland Zossou obtient l'adhésion de l'Union des EM pour le développement du transport local à l'Union progressiste, le renouveau. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur, je dirais, le changement de tête à la Cour constitutionnelle du Bénin et la loi votée à l'Assemblée nationale concernant donc la restriction des secteurs des transports, de l'aéroport et des hydrocarbures.
Justement, au regard de ces nouvelles dispositions, des dispositions de la loi, le journal Fraternité qui nous fait le compte rendu ce matin sous la plume de Karim Oscar Anorin dit que la violation de l'interdiction de grève est punie d'une peine d'amende de 1 à 5 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Ceci, c'est l'alinéa 2 de cette loi qui a été adoptée, qui le mentionne. Il est dit à l'article 14 du texte adopté que les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel à qui la loi n'a pas interdit la grève et dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l'État sont tenus d'assurer un service minimum en cas de grève. En sont donc considérés comme tels les magistrats, les agents des services judiciaires et pénitentiaires et agents de l'État en service dans les juridictions, les régies financières de l'État et les télécommunications, exception faite des radios et télévisions privées. Et plus loin, le refus de la réquisition emporte l'application des dispositions de l'article 11 de la présente loi, précise l'article 21 nouveau. Merci donc de nous rester fidèles. Actu Matin, c'est après la une des journaux, le bulletin matinal de l'information. Et voici les titres. 3 années de coopération entre la République du Bénin et le Royaume des Pays-Bas, passées au peigne fin depuis hier. Les travaux ont lieu au ministère des Affaires étrangères à Cotonou pour cette revue de coopération bilatérale. La vice-ministre néerlandaise de la coopération au développement a effectué le déplacement de Cotonou. La session intervient quelques jours seulement après la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon aux Pays-Bas. Image à suivre. Et puis, 10e édition de la journée internationale de la fille le 11 octobre. Plan international bénin a consacré la commémoration à une table ronde sur la participation politique des filles et jeunes femmes au Bénin. C'est le thème national de cette année. Les discussions se sont tenues à Cotonou. Vous en aurez la substance en milieu de notre mini-journal qui nous sera présenté par William Cliquant, déjà au rendez-vous. Bonjour William. Bonjour Christian. Installez-vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouverture officielle de la revue de coopération entre notre pays, le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. C'était hier. C'est une activité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a connu la présence effective de la vice-ministre néerlandaise de la coopération au développement. La session passe en revue la coopération bilatérale entre les deux pays sur ces 3 dernières années. On fait le point avec Herman Agnamboussou et Elvis Tolo. Si la toute dernière revue de coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas remonte à 2018, l'occasion de ce mardi 11 octobre 2022 est plus que jamais offerte aux acteurs multisectoriels des deux pays pour poser le diagnostic. Et la visite officielle de Patrice Talon dans ce royaume, avec de nombreuses retombées, en est l'indicateur clé. Cette visite a aussi permis de rencontrer des centres d'intérêt du Bénin dans la formation technique et professionnelle, le commerce, le cadastre qui permet d'assurer une sécurité foncière, base juridique pour l'agriculture et les investissements. J'aimerais féliciter le Bénin avec ces réformes qui ont été pensées, proposées et prises ces dernières années dans tous les domaines. Nous voyons une dynamique positive dans le Bénin pour mettre en œuvre ces réformes. Sécurité alimentaire, santé et droit de la reproduction, mais aussi et surtout accès à l'eau potable constituent les secteurs clés de cette coopération, du reste l'une des plus exemplaires du Bénin avec ses partenaires. Je voudrais d'ores et déjà me réjouir de ce que les conclusions de la présente revue
permettront de consolider les secteurs déjà pris en compte dans l'actuel programme de coopération et d'intégrer les domaines d'intervention susceptibles d'impacter davantage la situation socio-économique de notre pays, notamment l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le climat et l'environnement, la sécurité, l'économie numérique, et nous parlions encore hier ici des questions connexes à la préservation de la sécurité, la lutte contre la radicalisation, la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le Royaume des Pays-Bas contribue pour 20 milliards de francs CFA chaque année à enrichir divers actes d'intervention. Et avec cette revue, bien des domaines seront prospectés pour des délibérations qui reflètent la bonne santé et l'étendue des relations bilatérales. Et avec vous, William Cliquant, on va parler politique. Vous nous emmenez ce matin à Zakota. Zakota, dans cette localité, plusieurs groupes d'artisans, de conducteurs de taxis, motos, ainsi que des élus locaux tournent dos au parti Bloc républicain pour désormais militer au sein de l'Union progressiste, le Renouveau. Christian, c'était autour d'un meeting qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques et leaders des 23e et 24e circonscriptions électorales. Les manifestations ont été placées bien sûr sous le parrainage de l'honorable Boniface Yahweh-Thomas. Plus de détails dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. Farouches militants du Bloc républicain hier, ils sont désormais à l'ombre du baobab. La vague d'adhésion enregistrée ce week-end à Zakota comprend aussi bien plusieurs groupes d'artisans que de conducteurs de taxis moto. Pour les nouveaux progressistes, plusieurs raisons justifient ce choix. Pour l'avenir de notre coalition, nous avons réfléchi en notre sein pour désormais nous battre aux côtés où le bon vent souffle sur le plan politique. Nous déclarons officiellement notre adhésion totale au parti Union progressiste Le Renouveau et tournons définitivement au BR. 2019-2020, nous savons ce que l'Union progressiste a fait ici. Aujourd'hui, c'est l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, ça va apporter un renouveau et c'est ça qui a commencé donc par cette adhésion de masse. L'annonce a été faite devant une foule de militants et de leaders de l'Union progressiste Le Renouveau. Venus des 23e et 24e circonscriptions électorales, tous ont salué cet acte qu'ils qualifient de haute portée politique. Intervenu à quelques mois des législatives de janvier 2023, cette vague d'adhésion est venue renforcer les actions de mobilisation de la troupe. Ce ralliement d'acteurs importants de la société dénote, selon adhérents et figure de proue du parti dans la région, de la grandeur ainsi que de l'importance des qualités et valeurs morales prônées par la formation politique haute. L'Union progressiste Le Renouveau vous accueille les bras ouverts. Chaque membre de vos organisations devrait s'inscrire en ligne. Les coordinations d'arrondissement sont là. La coordination communale est là pour vous montrer. C'est une plateforme très simple qui permet de s'inscrire et nous sommes désormais engagés ensemble pour des victoires toujours plus grandes. En plus des artisans et des conducteurs de taxis moto, les responsables du parti peuvent aussi dorénavant compter sur l'engagement et la détermination de certains élus locaux. Jadis républicains, plusieurs chefs villages très adulés dans leur localité ont choisi d'adhérer à l'Union progressiste Le Renouveau. Vous avez dû constater que leurs proches politiques, qu'ils soient chefs d'arrondissement, qu'ils soient autres, ils les ont lâchés. Ça veut dire qu'ils ont été désillusionnés. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont trouvé la voie juste. Et c'est pour ça que je les remercie. Malgré les pressions qu'ils ont subies, malgré les tentatives d'intimidation, ils ont résisté. Ils préfèrent voir l'avenir, là où il y a le progrès, là où il y a la vérité. Et ils ont choisi. Et c'est ensemble, nous allons porter l'Union progressiste, Le Renouveau. Ensemble, nous allons continuer de maintenir le cap. Ainsi, la famille progressiste s'agrandit dans la 24e circonscription électorale, notamment dans la commune de Zakota. Au dit des responsables du parti dans la zone, un travail minutieux va se poursuivre sur le terrain afin de faire davantage rayonner la formation politique sur le plateau d'Abomey. À quelques semaines de ces législatives de janvier prochain, des initiatives de promotion du vivre ensemble se multiplient. La dernière en date vient du médiateur de la République qui convie les acteurs impliqués dans le processus électoral à un tête-à-tête. Il s'agit de 3 jours de dialogue pour inviter les interlocuteurs à des élections apaisées. Les travaux ont été lancés à Grand Popo. Le point de Narcisse Alessay et Florent Doué.
Face à des contextes électoraux de plus en plus délicats vécus ces dernières années en Afrique, l'instauration d'un dialogue permanent entre différents acteurs devient une piste à explorer et le médiateur de la République maintient le cap. Après les assises d'avril et de mai dernier, cette institution de la République réunit encore autour d'une même table ici à l'hôtel Bel-Azur de Grand Popo des acteurs impliqués dans le processus électoral de janvier 2023 au Bénin pour promouvoir le vivre ensemble. Un exercice qui se fait sous les yeux d'organismes internationaux. Les problèmes de sécurité qui assaillent notre région en général et le Bénin en particulier appellent à l'union sacrée. Voilà pourquoi, individuellement et collectivement, nous avons le devoir de contribuer à des élections inclusives, pacifiques et transparentes. C'est le meilleur moyen de préserver et consolider les progrès que le Bénin a engrangés en matière de développement économique et social. Contribuer à des élections pacifiques, inclusives et transparentes. Les moyens et autres rudiments pour y parvenir seront enseignés à ces hommes et femmes qui sont des représentants des partis politiques et acteurs de la société civile. Nous voulions que les débats soient menés à cœur ouvert et que les résultats de la présente assise honorent notre pays et lui évite toute éventuelle crise électorale. Aussi, voudrions-nous nous inviter à garder présent à l'esprit que l'enjeu, c'est le Bénin. L'objectif, c'est le vivre ensemble et le défi, c'est zéro violence avant, pendant et après les élections de janvier 2023. Pascal Essou s'est enfin montré convaincu que les résultats de ce conclave de 3 jours vont contribuer à l'organisation des élections apaisées le 8 janvier prochain. Les travaux prennent fin ce mercredi 12 octobre 2022. Et le rendez-vous à prendre sur Actu Matin, c'est tout à l'heure le forum de discussion, sujet politique à aborder en premier avec notre traditionnel tour des 24 circonscriptions électorales. Ce matin, nous resterons dans les 11e et 12e circonscriptions, précisément dans le département du Koufo. La suite du bulletin matinal avec cette célébration. Hier, nous étions le 11 octobre, Plan international Bénin a célébré la jeune fille béninoise. C'est la 10e édition de cette journée internationale consacrée aux filles, William Pliquant. L'organisation non gouvernementale qui travaille pour la réalisation des droits des filles et des femmes a initié cette activité à l'occasion de la commémoration de cette journée. C'était une table ronde. Les échanges de Cotonou ont porté sur la participation politique de la fille et des jeunes femmes au Bénin. Voici dans ce reportage les précisions de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubérou. La participation politique des filles et des jeunes femmes au Bénin est au centre de cette table ronde organisée par l'ONG Plan International Bénin à l'occasion de la célébration ce mardi 11 octobre de la Journée internationale de la fille JIFI édition 2022. Une journée d'échange et de partage au cours de laquelle le rapport annuel de Plan Bénin sur le point de la situation de la fille dans le monde et au Bénin a été présenté. Les recherches montrent aussi clairement que les filles et les jeunes femmes s'intéressent à la participation politique tant au niveau local que national. Seuls environ 50% des filles et des jeunes femmes pensaient que du point de vue de leur communauté, il était acceptable que les jeunes femmes et les filles s'engagent dans des activités politiques. La participation politique est quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère parce que justement, il y a un devoir de redevabilité qui est important. Pour cette 10e édition de la JIFI sur le pouvoir égal maintenant, 4 femmes pétries d'expérience sont choisies pour conduire le panel de discussion. Au regard de l'état des lieux, toutes sont unanimes sur le fait que la participation de la fille à la vie politique est très importante. Certes, des avancées sont notées, mais de nombreux défis restent à relever. Maintenant, nous notons quand même une forte participation des jeunes filles dans les associations. Mais côté politique, ce n'est pas encore tout à fait ça. Même au niveau des jeunes femmes, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, plus d'engagement. Mais depuis 2016, il y a eu un changement. Avec les réformes, avec l'avènement du président Baptiste Talon. Et dernièrement, en 2021,
où nous avons eu la chance d'avoir finalement une femme qui occupe la place de vice-présidente. Si je suis bien éduquée, si je suis en bonne santé, si on m'a appris les valeurs qui me permettent d'être une fille respectée, respectable dans ma communauté, après j'en fais foi. C'est ça la question. Après, il faut que je puisse dire, voici mes idées pour que ma communauté avance. Mais si vous n'allez pas en politique, vous ne pourriez prendre aucune décision qui impacte les personnes que vous voulez impacter. On n'a pas besoin, encore une fois, à mon sens, de se retrouver ministre de la République, député à l'Assemblée nationale pour changer ou pour amener les politiques à changer un certain nombre de choses. Parce que les décisions qui sont prises au haut lieu touchent ou impactent forcément nos vies. Des participantes apprécient l'initiative de Plan International Bénin. Elles repartent satisfaites d'avoir beaucoup appris de cette table ronde. Grâce aux panélistes, nous avons eu des idées sur comment la politique se passe au Bénin, comment militer et comment réellement participer. Nous sommes bâtisseurs de notre pays. Nous sommes l'avenir de demain. Les filles sont engagées. Elles l'ont démontré également aujourd'hui à travers cette table ronde. Ce que nous faisons, c'est pour l'inclusion, c'est pour l'épanouissement de toute la population, pour l'épanouissement de la nation. Donc il ne s'agit pas d'une lutte des filles contre les hommes, mais il s'agit quand même d'une lutte où la place de la femme est garantie au même titre que la place de l'homme. Plan International Bénin s'investit depuis des décennies dans la réalisation des droits des filles et jeunes femmes et de l'égalité filles-garçons à travers plusieurs actions. Par cette journée de la fille édition 2022, l'ONG entend ainsi contribuer à une plus grande participation des filles et jeunes femmes en politique au Bénin. Reportage signé Ouliat Senoussi. Des responsables administratifs en charge de la gestion des carrières des agents des communes du Bénin sont à l'école de la sécurité sociale. Ils sont formés sur les droits des travailleurs et leurs obligations vis-à-vis d'eux en ce qui concerne les cotisations sociales en tant qu'employeur. Ceci sur initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale dans un atelier ouvert hier à Cotonou. L'initiative couvre quatre départements. Compte rendu. Cette rencontre de renforcement de capacité regroupe les secrétaires exécutifs, les receveurs percepteurs et les receveurs des finances des mairies de 4 départements du Bénin. La formation est initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale sur les enjeux de la gestion rationnelle des ressources humaines des collectivités locales du Bénin. Ces responsables administratifs proviennent des communes des départements de l'Ouémé, du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral. Les secrétaires exécutifs sont chargés, entre autres, de gérer le personnel des mairies. Il est apparu alors impérieux pour la Caisse nationale de sécurité sociale de prendre langue avec vous pour expliquer le pourquoi des notifications de soldes de comptes adressées de façon systématique à toutes les collectivités locales pour susciter l'attention particulière à accorder à celle-ci. La sécurité sociale des agents des mairies, préoccupation unique de ces travaux, est déclinée en plusieurs communications développant chacune des articulations. La déclaration, les paiements des cotisations, la production des listes nominatives, le rôle de l'employeur, les nouvelles réformes dans le domaine et bien d'autres questions ont été discutées. Comme toute autre entreprise, les utilisant du travailleur soumis aux dispositions du Code du travail, les mairies sont tenues par certaines obligations, sont tenues de remplir certaines obligations prévues par le législateur en matière également de sécurité sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un milieu de travail où beaucoup d'assurés ne connaissent pas leurs droits en matière de prestations fournies par la CNSS. Et déjà, nous sommes focalisés beaucoup plus sur les SE que nous avons conviés à cette séance pour les sensibiliser sur leurs obligations et également sur les prestations fournies par la CNSS vis-à-vis de leurs employés qui sont nous autres, nos assurés. En ce qui concerne les prestations de la CNSS, les agents n'ont pas l'information. On n'a pas l'information sur tout ce qu'on peut gagner en tant qu'agent assuré par la CNSS. C'est surtout ça.
L'employeur aussi n'a pas toute l'information et ça fait que ce manque de communication amène des frustrations et ça crée des désagréments aux agents. Cette formation sur la gestion des carrières des agents va s'étendre progressivement sur toutes les communes du Bénin. Et puis cette séance de formation des nouveaux arbitres et médiateurs du Centre d'arbitrage et de médiation de conciliation au Bénin. 4 jours durant, ils verront leur capacité renforcée en médiation dans les règlements des litiges en matière commerciale. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier mardi. Teddy Goudalo, Henri Ganti. À cette formation en médiation des arbitres et médiateurs, les participants proviennent notamment du Togo et du Cameroun. Cette rencontre initiée par le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation s'inscrit dans un plan global de facilitation des règlements des litiges en matière commerciale. Il s'agit d'une formation pratique, un nouveau format que nous innovons en raison de l'adoption en 2017 de l'acte uniforme relatif à la médiation, de celui relatif au droit de l'arbitrage et de la récente mise à jour des tests de procédure CAMEC Bénin. Soyez des évangélistes. Évangélistes au sens que vous voulez. Pourquoi? Parce que si la médiation progresse, si l'arbitrage progresse, si la conciliation progresse, ça va être grâce à vous. Parce que vous allez dire à côté de vous, partout dans les entreprises, partout où vous allez, que c'est le meilleur mode qu'il faudrait utiliser et non aller directement à l'affrontement dans les tribunaux. L'objectif visé est de renforcer de manière continue les capacités du CAMEC Bénin afin de lui assurer une efficacité pérenne et une légitimité sans faille. Les échanges durant ces travaux de 4 jours se reposent sur la thématique exercer comme arbitre médiateur CAMEC, habileté technique et procédurale. Le CAMEC, en tant que centre institutionnel pour la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, s'est donné comme ambition de devenir centre de référence dans ce domaine. Ainsi, il se doit de former professionnellement au métier ces acteurs clés pour être compétitifs. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, nous travaillons beaucoup à la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. Les atouts que nous vendons pour ces procédures sont tellement importants que nous sommes obligés de donner les outils, de donner de la matière, de la compétence à ceux-là que je considère comme les toutes premières ressources du CAMEC, à savoir les arbitres et les médiateurs. Au total, 15 modules de formation sont prévus pour présenter par 2 experts en droit privé. Il s'agit des docteurs Achille André Ngwaza et Karel Osiris Kofi Dogué, tous 2 arbitres internationaux. Et c'est tout pour ce mercredi, Christian Adarligan. Et nous vous disons bien merci à William Técan. Très bonne journée du mercredi. Akimi Ousseli, bonjour. Christian Adarligan, bonjour. Faites tout ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, il était en train de prendre un bon café. C'est ça. Allez, on va poursuivre les sports avec vous, Akimi, dans un instant après cette transition pub. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Le
le point de l'actualité sportive sur Actu Matin, c'est avec vous, Hakimé. C'est exact le point de 24 heures en ce qui concerne l'actualité sportive au plan national et sur le vieux continent. Mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les écureuils U23 ont joué les Congolais de l'Est Vita Club. C'est une rencontre amicale internationale de préparation pour les espoirs béninois engagés dans les éliminatoires de la CAN U23, la CAN donc de leur catégorie, c'est la sélection olympique. Les amitiés du premier tour, les hommes de Bruno Goudio Adoula, c'est notre Bruno, j'allais dire notre Mourinho national. Cette formation joue un aller-retour pour la seconde manche des 10 éliminatoires le Soudan. Mais en attendant, hier sur le terrain, les U23 béninois ont courbé à l'Échine 2-1 devant l'AS Vita Club. Les buteurs Mbouya et Kalanda et puis Tekiyama Giti pour l'AS Vita Club. Le seul but réducteur qui a donc consacré le 2-1 pour le compte donc de cette rencontre porte les griffes de Henri Outier, les sociétaires de Espoir de Savalou. 2-1, ça fait la 13e rencontre amicale disputée par la bande à Bruno Goudio Adoula, Sianon, pour faire complet avec cette sélection des U23 que convoqué par le sélectionneur Bruno Goudio Adoula, et bien le défenseur central Amadou Amiro, évoluant en Allemagne en division inférieure, a foulé hier soir le sol de son père géniteur. C'est bien l'ex-capitaine Christian Amadou Moudachiro. Amadou Amiro a donc dans la foulée rejoint l'hôtel des joueurs pour la suite des préparations en attendant l'officialisation de la liste définitive de l'effectif qui sera donc du côté du Soudan pour le compte de la manche aller. Le match du retour va se disputer ici à Cotonou. Voilà l'actualité en ce qui concerne donc les U23 en pleine préparation pour le compte de la seconde manche ou du second tour des éliminatoires de la CAN U23. Sylvain Continent, des rencontres disputées hier, 8 au total, comme temps pour l'acte premier de la 4e journée de la phase de poule. C'est donc la première journée de la phase retour des matchs de poule de la Champions League. Les résultats se présentent ainsi qu'elle suit. Dynamo Zagreb et puis Salzbourg se sont neutralisés un but partout pendant ce temps, puisque la rencontre s'est disputée un peu plus tôt. Bien, les Blues de Chelsea ont battu le Milan AC par le score de 2-0. Ça permet donc de remettre les choses à l'endroit au niveau donc de la poule E. Dans le groupe F, le Celtic a été battu par Leipzig 2-0. Il y a le match nul, un but partout entre le Shakhtar Donetsk et puis le champion anti le Real Madrid qui composte dans la foulée son billet qualificatif pour les 8e de finale de la Champions League saison 2022-2023. Autre qualifié pour le second tour, il s'agit de Manchester City, malgré son nul 0-0 concédé, c'était face à Copenhague. Eh bien, les Citizens sont qualifiés pour le second tour de la Champions League. Dortmund et puis Séville se sont séparés. Match nul, un but partout. Le Maccabi Haïfa a battu la Juve 2-0. Le Paris Saint-Germain n'a pas profité pour prendre une avance au niveau donc de cette poule. Et bien, le Paris Saint-Germain a fait jeu égal, un but partout. C'était face au Benfica. Le seul but parisien a été marqué par Kylian Mbappé. C'était bien sûr un penalty à suivre ce mercredi. Les autres rencontres, les dernières de la 4e journée de la phase de poule de la Champions League. 8 rencontres au programme. Napoli qui pète la forme entre guillemets joue contre l'Ajax. L'Atlético affrontera le club Bruges et puis Liverpool sur l'adversaire à partir de 20h pile poil des Rangers Football Club. L'Inter de Milan sera en déplacement puis affronter le FC Barcelone. Victoria Plzen, le seul club, ou du moins le club dans lequel se trouve le seul béninois en Champions League cette saison. Il s'agit bien de Mohamed Tidjani. Bien, Plzen joue contre le Bayern Munich. Le Bayern Leverkusen joue contre le FC Porto. Pendant ce temps, bien deux autres rencontres vont se disputer ce mercredi soir et toujours à 20h. Il s'agit du match entre les Spurs de Tottenham et puis le Benfica. L'autre rencontre à suivre par la colonie française, c'est bien le face-à-face entre l'Olympique de Marseille et puis le Sporting. Ces 8 rencontres sont prévues pour ce mercredi. Résultat sur demain quand on sera jeudi et ce sera toujours dans Sport Matin. Et ce matin, Christian, c'était le sport.
Et nous vous disons bien merci, Hakimi Oussili. Vous restez en place. Nous allons installer le plateau de la discussion ce matin. Nous sommes mercredi. On va parler politique avec la bataille politique dans nos circonscriptions électorales. Nous serons dans la 11e circonscription et la 12e ce matin pour voir un peu les forces en présence et ce qu'il sera donc de la bataille politique entre les différentes formations politiques représentées sur le terrain par des acteurs. Et puis l'actualité fait cas de la Cour constitutionnelle du Bénin dont on connaît désormais le nouveau président Razaki Hamouda Issifou qui était vice-président et puis intérimaire à la suite de la démission de Joseph Diabonou pour prendre la tête du parti Union Progressiste Le Renouveau. Eh bien, Razaki Hamouda Issifou est élu hier président de cette institution. Et dans la suite, on parlera également du Parlement qui était en plénière hier. Les députés ont adopté cette loi sur la restriction du droit de grève dans certains secteurs clés de l'activité économique. Restez avec nous. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. 7h50, nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant en plateau. C'est le forum. D'abord, il est politique et on commence par un tout premier sujet avec les débatteurs installés ce matin. Herman Niamboussou, bienvenue, merci d'être là à nos côtés, en compagnie de Hakimi Oussili et de Wahab Ali Para. Alors, notre tour d'horizon des circonscriptions électorales, après la Libourie, la
Takoral Atlantique, le Borgou et puis les collines, ces départements dans lesquels nous avons échangé autour des circonscriptions électorales déjà, de la première à la 10e ce matin. Je nous propose d'aller dans les 11e et 12e circonscriptions. La 11e regroupe les communes d'Aplahoué, de Diakotomé, de Koulekamin. À ce niveau, il y a 3 sièges en ce moment au Parlement, des sièges occupés par l'Union progressiste. En 2019, l'Union progressiste a donc pris les 3 sur 3 avec les députés que nous avons eus, Richard Lossoron, Gérard Benochi, Osvaldo Meki qui était ministre ou bien qui est ministre de la jeunesse, ministre des sports, a donc démissionné du Parlement et a finalement cédé son siège à Étienne Toniban. Et puis dans la 12e circonscription électorale qui regroupe les communes de Dogbo, de Lalo et de Toviklen, là aussi il y a un total de 3 sièges, 2 pour l'Union progressiste et 1 pour le Bloc républicain. C'est occupé par David Bangba. Et au niveau de l'Union progressiste, nous avons Jérémy Adomaon et Serge Ernest Medewanou. Alors, chers messieurs, en faisant ce point, c'est que nous nous replongeons dans l'actualité d'il y a environ 4 ans. Akime Ousseni. C'est exact, puisqu'il y a 4 ans, ou plutôt il y a des années en arrière, sans grande précision, on a eu droit aux élections législatives. Et en ce moment, 2 listes se sont affrontées. Il n'est pas superflu de le rappeler. L'Union progressiste et puis le Bloc républicain. Cette fois-ci, on a affaire à l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les autres formations politiques qui se préparent activement en vue donc d'aller enlever des sièges au niveau de l'institution parlementaire. Dans la foulée, les nouvelles réalités, c'est non seulement les partis nouveaux qui se préparent, mais c'est aussi le nombre de sièges qui est allé en augmentant. Oui. On passe de 83 à 109 avec cette précision que 24 sièges sont exclusivement réservés aux femmes, 24 moins 109, il reste 85 sièges à pourvoir. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir peut-être un 47% pour les femmes et peut-être un 53%. Ou pourquoi pas aller peut-être à du 50-50, ça dépendra du positionnement qui sera fait sur les différentes listes de candidatures. Est-ce que les femmes vont trouver d'abord une place de choix sur les listes en attendant donc la place ou les places qui leur sont réservées? La question reste tout entière. Maintenant, en ce qui concerne la 11e, vous faites bien de rappeler les 3 occupants donc pour l'instant des 3 sièges à l'institution parlementaire. C'est bien alors souvent Richard qu'on ne présente plus, vice-président au niveau de la Fédération béninoise de pétanque, et puis Benochi Gérard, un habitué des plateaux du Canal 3 Bénin. Il est au niveau du directoire de l'Union progressiste, le Renouveau, dans le compte donc des 5 qui sont désormais, ou des 3 qui sont les têtes de pont de cette formation politique. Et puis juste à côté on retrouve Tony Étienne, le suppléant en son temps du ministre Osvaldo Meki, qui siège depuis donc tout ce temps au niveau de l'institution parlementaire. Si on tient compte de ces 3, ça veut dire que l'Union progressiste, le Renouveau, a le vent en poupe au niveau donc, de la 11e circonscription électorale à Plahoué, Diakotomé, les Kamins y compris. Oui. Est-ce que les donnes ont véritablement changé sur le terrain? La question, on peut se la poser sans pour autant apporter une réponse significative maintenant. C'est que, eh bien, il ne va plus s'agir seulement du Bloc républicain, mais il va aussi s'agir maintenant des autres formations politiques qui tenteront certainement d'aller glaner au niveau de cette circonscription électorale. Il va aussi s'agir pour l'Union progressiste, le Renouveau, de confirmer sa performance au niveau de cette circonscription électorale. Il va aussi s'agir cette fois-ci, Christian, de savoir est-ce qu'il faut reconduire les 3 qui ont eu la chance d'avoir été députés au niveau donc de cette circonscription, parce que les appétits sont certainement aiguisés au niveau d'autres personnalités, d'autres politiques de cette région. Qui c'est qui a dit que le ministre Osvaldo Meki n'a pas envie aussi de prendre part à ces élections législatives et peut-être d'y siéger désormais, parce que c'est quand même le second et dernier mandat du président Patrice Talon. Donc là également, eh bien, celui qui en son temps avait laissé faire peut-être se dit, bon, il est temps que moi-même j'y aille siéger et peut-être avoir envie, pourquoi pas, d'être au niveau du directoire de l'institution parlementaire. Donc là également, Christian, les
appétits peuvent créer aussi peut-être des frustrations au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, qui se trouvait très enfant au niveau de cette circonscription électorale. Et donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, je crois qu'à première vue, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille. Pour l'Union progressiste, le renouveau. Mais en face, c'est bien le Bloc républicain qui a braillé le noir en son temps au niveau de cette circonscription voudra certainement, je dirais quoi, sortir la tête de l'eau. Et quand c'est comme ça, les défis sont grands et le match, il est bien ouvert. Oui, vos analyses sur l'existant. Oui, sur l'existant, il faut peut-être tenir compte des appétits. Soyons rassurés de ce que les appétits ou les ambitions vont rester les mêmes pour ceux qui ont siégé, qui souhaitent retourner. Maintenant, comment le travail va se faire sur le terrain en termes de positionnement et quelles sont les réalités du terrain à l'heure actuelle, c'est là la question, parce que l'Union progressiste, le renouveau, on sent que le parti a une certaine s'est implanté dans la région, dans la 11e circonscription particulièrement, où on a noté que c'est le parti qui a rappelé tous les 3 sièges avant, et cette fois-ci on aura affaire à 4 sièges pour 2023. Donc il ne serait pas étonnant de voir un Richard Alossorum vouloir revenir, un Gérard Benossi qui est donc dans le directoire du parti, au niveau du présidium du parti, revenir, parce que il faut reconnaître que Gérard Benossi fait une certaine unanimité dans cette région, donc du 11e à Plaroué, Tchakotomé et je crois à Koulekamé également. Donc il ne serait pas étonnant. Maintenant, concernant Osbat Omeki, en termes de positionnement, est-ce qu'au moins on compte sur plus ou moins sa popularité et autres pour que il conduise la liste, de manière à ce qu'à la fin ce soit encore un autre suppléant qui aille? Est-ce qu'il va vouloir lui-même aller siéger, ne serait-ce que à la fin des opérations, s'il faut dire les choses comme ça, vouloir se trouver une place dans le bureau de l'Assemblée nationale? Oui. Donc il y a bien de questions qu'il faut se poser. De toutes les façons, une chose est très sûre, il y a l'ambition qui est affichée chez tout le monde, en tout cas pour ceux qui sont déjà là. Maintenant, il y a de nouvelles têtes qui vont se dire... C'est le deuxième pan de nos analyses. Voilà. Oui, Herman Aliambosso, au regard de la composition déjà dans la 11e circonscription et avec ce qu'ils viennent de dire, Wakaba Lipara et Hakimi Ousseni, les appétits, ça reste toujours vivace, c'est sûr et certain. Maintenant, pour des acteurs de premier plan que nous avons vus depuis des années à la manœuvre, conservent-ils toujours leur chance d'être positionnés et de réussir à se faire élire quand on sait que, les choses de 2019 ne sont plus celles de 2023. Il y a quand même des constances dans cette région, dans cette zone-là. C'est que quand on a fait les élections législatives, effectivement, au niveau de la 11e circonscription électorale, il y a eu que l'UP a raflé tous les sièges. Mais ces résultats ont été corroborés par ceux des élections communales et municipales, où dans le Koufo, l'UP a eu 100 conseillers communaux élus. Le BR a eu 48 et Force Groupement Bénin Émergent qui n'en a pas eu du tout. Ça veut dire quand même que dans cette zone-là, je pense que c'est le match a été plié en son temps. Vous faisiez allusion tantôt à ces nouvelles têtes qui pourraient effectivement essayer de ravir la vedette. C'est vrai que le jeu s'annonce très ouvert avec d'autres forces politiques qui vont sans doute prendre part à ces élections. Mais toujours est-il que, vous savez, le Koufo, c'est une zone un peu où il y a une sorte de fidélité qui s'affiche. Quand vous êtes reconnaissant envers vos populations, lorsque vous permettez, c'est d'ailleurs ça qui constitue un peu, disons, l'identité des députés qui sont élus dans cette zone. Gérard Benonchi, vous avez dit Jérémy Adomarou, Serge Médéwanou, de toutes ces régions. C'est que c'est des gens, à leur sort également, c'est des gens qui, de temps en temps, font retour à la source pour expliquer à leur population, à leur mandat. N'oubliez pas, parce que je vous ai vu aller sur le terrain de la 12e circonscription. Déjà, il y a David Bangba également qui est du bien. Oui, donc je vais y venir. Donc, c'est dire que c'est le contact permanent entre les élus et les populations qui va sans doute agir, qui va permettre de désigner de faire les positionnements. Et donc, à la fin, on verra bien si cette suprématie sera confirmée ou infirmée. Alors, est-ce que vous avez vu
ces acteurs dont nous parlons, ces acteurs de premier plan qui sont restés durant ces années-là à la tête, à réussir à colmater les brèches de part et d'autre, à conserver leur électorat, continuer toujours de conserver cet électorat avec d'autres appétits qui sont entrés en jeu, d'autres jeunes que nous voyons de plus en plus sur le terrain, et lorsque vous les prenez en aparté, on sent quand même l'envie de figurer sur la liste de candidature. Oui, c'est ce que je disais, l'envie est là, ceux qui souhaitent rempiler, ceux qui fraîchement veulent venir également goûter goûter le gâteau ou ce que vous voulez, mais dans un cas comme dans l'autre, conserver l'électorat, je pense que c'est à l'aune ou après les élections qu'on va l'apprécier. Parce que quand vous prenez ceux-là même qui expriment les ambitions aujourd'hui et qui sont également des jeunes, ils s'adressent aux mêmes militants. Ça veut dire quoi? Que si vous prenez un militant, un ancien BR, comme David Gbangba par exemple, quand il sort pour parler, ce sont aux militants BR, ils s'adressent. Maintenant, quand vous venez au niveau de l'Union progressiste, que ce soit dans la 11e circonscription, quand Alosorou va vouloir s'adresser aux militants, vous verrez que ce sont les mêmes militants ou les mêmes militants qui vont sortir quand d'autres jeunes, par exemple, vont également sortir pour dire, bon, écoute, il y a campagne, il y a ci, il y a que je souhaite ci, etc. Bref, les ambitions sont là. Maintenant, le maintien de l'électorat dont vous parlez, ma foi, il faut peut-être attendre les élections pour voir est-ce que la tête de celui qu'on a mis pour conduire la liste ou pour être suppléant et autres, le jeu de positionnement, comment ça a été fait pour que les votants, n'est-ce pas, puissent s'exprimer de manière à ce qu'on apprécie qui a pu à la fin garder son électorat. Vous aurez constaté que l'agitation politique n'est plus de mise comme par le passé, tel que c'est peut-être pour caricaturer, c'est pas insultant, n'est-ce pas, de noter que par le passé, n'est-ce pas, on a de ces députés qui sont très fréquents et qui, tambour battant, sont à la rencontre des militants, le retour à la base et autres. Ça existe encore, mais pas avec tant de tantamas. Il y a moins de bruit et autres. Il y a beaucoup qui retournent à leur base, comme Gérard Benoît, comme on l'a cité tout à l'heure, mais sans forcément médiatiser les activités. Quand vous prenez Adomaou également, ça ne manque pas de retour sur son terrain, ne serait-ce que pour expliquer telle loi votée, ne serait-ce que pour prendre, je dirais, les nouvelles des populations, les difficultés vécues et voir dans quelle mesure, ne serait-ce que faire des propositions. Maintenant, dans cette région également, il y a des jeunes qui émergent petitement. Maintenant, comment le positionnement va se faire? Parce que vous dites qu'il y a des jeunes qui émergent, certains ne seront pas d'accord avec vous, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils ont déjà émergé, maintenant ils méritent. Avec l'évaluation ou le baromètre qu'on utilise pour évaluer l'émergence de l'un ou de l'autre, c'est déjà votre participation ou la manière dont vous avez déjà géré. Une fois que vous n'avez pas géré, on peut dire oui, vous avez une certaine maturité, mais dans un cas comme dans l'autre question, pour faire court, il faut dire que oui, la jeunesse, elle est là, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué de ceux qui sont là pour autant, mais il faut peut-être travailler à ce que dans les réajustements à faire, dans le rajeunissement de la classe politique tant souhaitée, n'est-ce pas, qu'on puisse faire un savant dosage, n'est-ce pas, qui prenne en compte également, je dirais, les aspirations des populations. Alors, oui, allez-y, Herman. Je pense que malheureusement, il ne s'agira pas pour certains partis politiques de positionner des jeunes pour positionner des jeunes. Parce qu'il va falloir faire une lecture du terrain pour voir quel le député ou qui sont les députés qui sont les plus aimés de leur population. Parce que nous allons vers une élection 2023 qui s'annonce très, très ouverte. Et donc, si effectivement les forces politiques comme le BR avec David Gbangba, j'aimerais sur la deuxième séquence électorale, pour dire que si c'est David Gbangba met les bouchées doubles et il essaie d'accrocher d'autres jeunes ou d'autres leaders de la région à sa cause, ça pourrait faire mouche. Encore que, n'oubliez pas qu'au niveau des démocrates également, ça s'annonce au niveau des forces groupes émergents également, lesquels ont déjà vécu l'expérience des communales 2020. Je pense qu'ils vont se lever, ils vont forcément ajuster les choses. Là où ils ont trébuché, ils vont essayer de corriger. Mais n'oubliez pas, et Akimé fait bien de l'avoir rappelé, c'est que la présence du ministre, j'ai failli dire l'ancien, du ministre des Sports, Oswald Romeki,
sur le terrain, effectivement, a quand même permis de pouvoir glaner, de pouvoir ajouter à la cause union progressiste, d'entendre tous ceux qui avaient comme indécis dans cette zone. Est-ce que ces ministres iront encore sur le terrain cette fois-ci? Est-ce qu'ils vont être confinés dans leur fauteuil ministériel? Est-ce qu'il va participer à cette élection, histoire de faire venir les indécis à sa cause? Est-ce que... Donc je pense que c'est trop de questions à la fois pour lesquelles l'Union progressiste, le renouveau et d'autres forces politiques également vont devoir répondre à partir du 8 prochain. Alors, en dehors oui, allez-y, d'abord. S'il y a une question dont la réponse est quand même certaine, c'est la participation effective en son temps sur le terrain du ministre Oswald Omeki. Il ne restera pas en marge de la bataille qui aura lieu au niveau de sa circonscription électorale. Parce qu'il s'agit, c'est une question de suivi politique. C'est une question d'engagement politique, c'est une question de confirmation, je dirais, du militantisme, tout ce qu'il y a autour. Donc, on le connaît, Oswald Omeki, dans sa fougue à vouloir faire les choses de façon intéressante. On sait également que, bien pour lui, il ne va pas s'agir de ce qui est bien au terme des élections législatives de janvier prochain, qu'on dise que l'Union progressiste du renouveau a fait pied de figure au niveau donc, de cette circonscription électorale. Donc, du coup, ça constitue un gros challenge pour le ministre Oswald Omeki. Il va s'y mettre à fond afin que les 4 sièges, et donc le 4e qui sera enlevé par le parti qui sortira majoritaire de la zone, il fera de telle sorte que ces 3 sièges soient enlevés et que le 4e vienne encore à l'Union progressiste. Donc, il n'y a rien à faire, il va s'y mettre à fond. Maintenant, au niveau de cette circonscription, ce qui est intéressant à faire constater, c'est que les personnes qui ont été positionnées avaient, je dirais, des identifiants au-delà, certainement, de la circonscription électorale. Alors, Souron Richard, qui avait été posté en son temps, était directeur général adjoint au niveau du CNCB. Ça, c'était la posture qu'il avait en son temps au moment où on le positionnait. Oui. Maintenant, député à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Il va s'agir de quoi? Est-ce qu'il est reconduit? Parce qu'il y a certainement, je dirais, assuré la reddition de comptes. Il y a assuré, je dirais, une certaine... ayant fait preuve, je dirais, de sagacité, ayant fait preuve de bien de choses au niveau donc, de l'institution. Est-ce que c'est autant d'éléments qui peuvent permettre de ce qu'on puisse le positionner à nouveau? La question reste entière. Le ministre Oswald Omeki a des éléments sur lesquels il peut beaucoup plus mettre l'accent pour espérer être positionné. Parce que, comme je vous l'ai dit, 2023 prépare 2026 et qui sait, comme on aime souvent à l'entendre, qui va aller loin, maintenant sa monture. C'est l'engagement de chacun qui sera déterminant dans la cause de 2026. Et donc, du coup, là également, c'est qu'on ne manquera pas d'entendre le ministre Oswald Omeki, même de le voir positionné sur la liste pour qu'il puisse conduire, je dirais, la bataille au niveau donc, de cette circonscription électorale. Benonchi, Eman fait bien de le rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un habitué des plateaux de 43 Bénin, fréquemment reçu ici à l'occasion donc, des échanges au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui concerne les questions de finances, au niveau donc, du présidium de l'Union progressiste, le renouveau. Ouais. Seulement qu'à côté, cette fois-ci, Christian, je ne sais pas si cela va nous échapper, c'est que, eh bien, au moment du positionnement, lors des législatives dernières, on avait un certain Bruno Amoussou, qui était, je dirais, le patron de l'Union progressiste. Cette fois-ci, eh bien, Bruno Amoussou n'est plus le patron, n'est plus le responsable premier de l'Union progressiste, le renouveau. Oui. Quelle va être l'implication de Bruno Amoussou dans le positionnement, cette fois-ci, je dirais, au niveau donc, de cette circonscription électorale, c'est-à-dire non seulement la 11e, mais aussi la 12e, qui regroupe donc les départements, ou le département du Koufo. Cette question, elle reste très ouverte. Parce que, bien qu'étant plus président de l'Union progressiste, le renouveau, c'est clair que, eh bien, il y aura des retours qui seront faits à sa personne. Il y aura certainement un mot à dire en ce qui concerne des personnes à positionner. Est-ce que son implication va faire des grincements de dents au niveau de cette circonscription ou de ces 2 circonscription électorale, parce que on ne perdra jamais de vue que eh bien, c'est quand même Bruno Amoussou. Et c'est quand même des partisans de Bruno Amoussou sur plusieurs années de vie politique, bien entendu. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il va rester en marge du positionnement au niveau donc, de ces 2 circonscriptions électorales? La question reste ouverte parce que, eh bien, il arriverait peut-être qu'on entende que, eh bien, on lui oppose
de n'être plus le président du parti, et que bon, il faut laisser les choses se faire, il faut. Donc je crois que c'est des éléments qu'on va peut-être sembler ignorer, mais qui auront des répercussions sur le comportement des populations au niveau donc du département du Koufou, parce que c'est quand même Bruno Amoussou, et Bruno Amoussou, il reste toujours Bruno Amoussou, même n'étant plus, même dans son silence aussi. Exactement, donc je pense que l'élément qui va peut-être créer peut-être soit des grincements de dents au niveau donc du positionnement dans cette deux circonscriptions peut être le comportement de Bruno Amoussou, ça peut être le comportement de ses partisans, parce que des choses seront entendues, des choses seront dites, vous ne les entendrez pas. Mais, les populations sur le terrain vous diront que, il y a telle personne qui penche beaucoup plus pour Bruno Amoussou, le fait que Bruno Amoussou ne soit plus là, ça a créé telle situation. Donc, je veux voir comment est-ce qu'ils vont gérer ces moments-là, et où ça ira dans tous les sens, c'est-à-dire on colporte telle information par rapport à telle chose qui a été entendue par-ci, telle chose qui a été entendue par-là. Et donc, je me dis que ça peut créer des situations frustrantes. Maintenant, au-delà, dans la 12e, ceux également qui sont là aussi, ce sont des noms connus en son temps aussi au-delà de leur département. Bangba David, on rappelle un ancien FCBE. Cette fois-ci, les FCBE vont aux élections. Les anciens qui avaient été laissés sur le carreau vont se positionner et tireront peut-être, je dirais, des atouts de comportement de Est-ce que, la question est de savoir également si les anciens FCBE sont demeurés FCBE, quel est le travail qui a été fait par Paul Rouquet et ses lieutenants dans cette circonscription électorale. Je suis d'accord. Donc, on prend Adomaou, ancien président du COSLE, puis président en ce membre, président en ce moment au niveau de l'institution parlementaire, ainsi de suite. Serge fait partie, je dirais, des personnes du cru politique au niveau donc de cette circonscription-là, parce que Serge, il est présent fréquemment là, il n'a jamais bougé, donc du coup, lui, il a un bastion électoral qui ne dit pas son nom. Donc, je me dis que, oui, une grande longueur d'avance sur le BR, mais en même temps, c'est qu'il faut tenir compte, je dirais, des frustrations. Quand vous parlez du BR, justement, nous avons vu la tournée entreprise par son secrétaire général national, Ablaye Biochadé, dans plusieurs départements, dans plusieurs communes, pour aller au contact des populations, remobiliser la troupe. Il était à Plaroué au mois d'août, précisément avec la jeunesse OJBR de ce département, avec un certain Melchior Diossou, qui est le délégué départemental du Bloc républicain. Ils ont essayé de travailler sur les citoyens, les militants Bloc républicain. Est-ce que dans la 11e circonscription électorale, le BR réussira à tirer son épingle du jeu, à prendre des sièges sur les 4 ou à renverser la tendance pour montrer à l'Union progressiste quand même qu'on existe? Et quel sera le comportement également des autres formations politiques? Oui, même si on ne les voit pas véritablement à l'œuvre sur le terrain politique dans cette zone, c'est sûr et certain quand même que dans l'ombre, il y a forcément un travail qui se fait, puisque lorsque vous allez à la Sénat pour déposer votre liste de candidatures, c'est que forcément vous devez avoir des positionnements dans toutes les circonscriptions électorales. Oui, ce que vous dites tout à l'heure en rappelant la tournée du ministre d'État, donc secrétaire général national du parti Bloc républicain, c'est un fait qui ne manque pas de pertinence, parce qu'on est à une période où il faut vraiment aller à la conquête du terrain, de l'électorat, à la remobilisation de la troupe aussi. Le BS s'est senti peut-être fragilisé ou à un moment donné s'est senti en position de minorité. Il faut travailler à renverser la tendance, et donc quand Abdoulaye Biochane descend sur le terrain pour apporter ne serait-ce que sa caution morale, n'est-ce pas, à ses militants, aux autres membres du parti, ça fait un plus. Moi, je suis dans l'analyse de cette réalité dans la 11e et dans la 12e circonscription électorale, en revenant sur un détail que soulignait tout à l'heure Hakim Sédou Osseni, n'est-ce pas, le moment où Bruno Amoussou se retourne, je dirais, à l'arrière-plan du parti Union progressiste. C'est presque à l'avant-veille, n'est-ce pas, de ces élections-là. Donc, à quelques 6 mois, n'est-ce pas, donc, des élections. Qu'est-ce que cela donne? Ça sous-entend qu'une fois que cette déclaration n'avait pas été officiellement faite, c'est-à-dire au moment où le retrait de Bruno Amoussou n'avait pas été, je dirais, effectif et que c'était juste dans les coulisses, il y avait des contacts.
des promesses de Bruno Amoussou sans doute à des acteurs en termes de positionnement. Est-ce que Bruno Amoussou sera écouté sur toute la ligne? Il y a la grosse interrogation jusqu'à quel niveau, puisqu'il s'agit après tout de la région quand même de Bruno Amoussou qu'il a dirigé et géré pendant de longues années, presque depuis 90. Alors, comment cela va se faire? Est-ce que même au niveau du bureau politique, il n'y aura pas des chamboulements et autres? Quand on sait également que le PSD, n'est-ce pas, de Emmanuel Golou a atterri, non pas au niveau de l'Union progressiste, est-ce que ça ne va pas donner une certaine force au BR pour revenir donc à la question que vous posez tout à l'heure concernant le travail que le BR fait pour renverser la tendance? Donc, une chose est claire, même si on ne sent pas les autres formations politiques, parce que cette région aussi avait été dominée par les FCBE en son temps. Aujourd'hui, FCBE n'a plus la même force dans la région. Est-ce qu'ils sont totalement partis? Est-ce qu'il y en a qui vouent une certaine fidélité aux forces Corée pour un Bénin émergent? La question reste toute ouverte, mais dans un cas comme dans l'autre... Il y en a des forces Corée pour un Bénin émergent qui ont rejoint les démocrates. Qui ont rejoint les démocrates et autres, mais avec, je dirais, l'ambition affichée de beaucoup de formations politiques pour qu'on n'assiste pas au cas de 2019 où c'était seulement UP et BR qui sont passés. Alors, comment les choses vont se faire? Une chose est sûre, les partis de la mouvance vont vraiment se sentir, je dirais, un bousculés. Oui. Une chose est certaine, et c'est ce qu'il faut saluer d'abord, c'est cet atout majeur que constitue au sein du Bloc républicain l'organe, l'OJBR, l'Organisation des jeunes du Bloc républicain, qui est un organe très actif avec à sa tête l'honorable Bida Nour, qui est très actif sur le terrain. Et donc, cet OJBR, qui est un organe, c'est vrai qu'ailleurs, il y a peut-être leur organe, mais on a vu un OJBR très actif. Et puis, il n'y a qu'à ce niveau, beaucoup de jeunes ont quand même pu adhérer à cette OJBR-là. Et donc, c'est d'ailleurs ça qui a fait que, au cours de sa tournée, le secrétaire général national du parti Bloc républicain a pu faire cette descente dans ce Koufo, qui est un parti. Il aurait pu se dire, cette zone-là, le BR n'est pas majoritaire, donc j'évolue et je parcours les autres zones, mais il est descendu là-bas, il a pu rencontrer des jeunes avec qui il a échangé. Et donc aujourd'hui, bien malin qui peut dire exactement si les forces ont été maintenues intactes dans la zone, parce qu'effectivement, il a rappelé, Wahab également, un ancien du PSD, Emmanuel Golou, qui a atterri au BR et qui donc désormais fera route avec l'autre là, avec David Bangba et d'autres jeunes dans cette région, par exemple, voilà. Nous avons des Vincent Akapo, voilà. Donc il y a un certain nombre d'acteurs donc tout est question et c'est en cela que je dis, si les partis veulent gagner, veulent aller à ces élections, c'est d'abord pour les partis qui n'ont pas encore voix dans ces régions, c'est de procéder par des élections primaires pour voir dans ces zones là qui sont les plus connues, parce que au moment où vous êtes en train de déposer les dossiers de candidature, il y a peut-être une information que nous n'avons pas sur ce plateau, c'est qu'il y a des partis qui commanditent des sondages en ce moment et qui les gardent pour eux. Et donc ces sondages-là, ce n'est pas du zéro. C'est que ça forcément son impact. Et donc, lorsque vous allez interviewer juste 10 personnes, 20 personnes dans une région, tout cela ça compte. C'est très important. Oui. Et donc, pour revenir maintenant au cas Bruno Amoussou, c'est vrai que Bruno Amoussou, est-ce qu'il est toujours dans le secret des positionnements. Toujours est-il qu'il a réussi quand même à positionner quelqu'un dans le présidium. C'est Gérard Benochi. Quoi qu'on dise, c'est quand même un des yeux de Bruno Amoussou dans ce présidium-là. Et donc, Gérard Benochi ne va quand même pas être là et voir les choses voler en éclats. Il va forcément prendre conseil auprès du patriarche pour pouvoir sans doute essayer d'arbitrer. Voilà. Vous savez un peu comment ça se passe, je dirais, les relations avec les anciens qui étaient au pouvoir. On a beau tout dire, on est quand même jaloux de son précaré. On peut toujours faire allégeance, mais c'est que bien dernier ressort on décide. Le président Bruno Amoussou peut avoir, je dirais, une présence, un œil au niveau donc du présidium. Ce n'est pas comme s'il était là. Vos yeux ne sont pas les yeux des autres. Peut bien vos oreilles non plus. Et ne peut-être pas faire le poids quand il va s'agir peut-être à un moment donné d'arbitrer ou de trancher.
Et on peut toujours reconnaître à Bruno Amoussou tout ce qu'il a apporté de plus au niveau donc, de l'Union progressiste, le renouveau. Mais n'empêche que bien aujourd'hui, le directoire, on connaît qui c'est qui sont ceux qui sont là. Je crois qu'on a beau tout dire, ça peut avoir de l'influence sur le comportement des populations. Parce que la bataille des personnes ou des têtes de pont reste souvent très ouverte au niveau de nos circonscriptions électorales. Pendant qu'on pense qu'au niveau donc, de la 11e et de la 12e, l'Union progressive renouveau a le vent en poupe, c'est qu'au sein même de l'Union progressive le renouveau, il y a plusieurs tendances. Il faut régler les problèmes de tendance au niveau donc, de sa simple formation politique. Il faut régler maintenant, je dirais quoi, la bataille d'avec l'adversaire en face qui se trouve être immédiatement le bloc républicain. Il faut maintenant faire face aux autres formations politiques qui vont à ces élections-là. Et comme je voulais dire, le déterminant Bruno Amoussou, on peut les minimiser, mais il peut avoir des répercussions au niveau donc, de cette zone. Je ne sais pas comment ça va se faire, comment est-ce qu'on va calibrer, je dirais, les interventions, comment est-ce qu'on va calibrer, je dirais, les propositions qui seront faites par Bruno Amoussou en ce qui concerne le positionnement sur les listes électorales. J'attends de voir. Surtout avec tout ce qui se dit autour de ce changement de dette, au niveau de l'Union progressiste. C'est comme ça, on a beau pleurer dans tous les sens. Bruno Amoussou reste un déterminant au niveau des positions. Maintenant, vous avez cité des noms. Je crois que c'est l'émergence de ces noms que vous citez qui constitue également l'autre problème à résoudre. C'est pour ça peut-être que Herman pense que la solution serait de faire des primaires. Les primaires, d'accord, mais on n'a pas le mode, on n'a pas la tradition des primaires chez nous. Les primaires, c'est quoi? Les primaires se font souvent entre les candidats eux-mêmes. Vous allez voir que les plus fortunés vont financer le dépôt des dossiers par les autres potentiels candidats. Au cas où il faut trancher, on dit, bon, ok, nous sommes plusieurs prétendants, puisque c'est moi qui vous ai aidé à régler vos dettes au niveau du fisc national. Et donc, vous avez eu il y a toujours une corruption à ce niveau. Il y a toujours cet élément-là. Il y a un manque de sincérité. Je vous assure que ça va faire rage dans certaines circonscriptions électorales. Et où certains candidats n'ayant pas les moyens vont être obligés de se voir parrainer. Et puis, bon, à l'heure de la décision finale, on dit, bon, ok, nous désistons en faveur d'eux. Parce que le 2 dont on parle aujourd'hui, eh bien, Christian avait fut un soutien. Donc, c'est des petits riens. Ça ne va pas être forcément trop objectif, le positionnement sur les listes électorales. Ça va se jouer sur quelques détails, je dirais, de subjectivité. Mais bon, à l'arrivée, comme j'aime souvent le dire, les populations vont trancher. Seulement que la manière de trancher les populations, ce n'est pas un élément déterminant pour qu'on puisse dire de quoi cela va retourner. Mais à l'arrivée, au niveau donc de ces deux circonscriptions, l'Union progressive de renouveau a visiblement une grande longueur d'avance sur les autres formations politiques, mais longueur d'avance d'accord en ce qui concerne quand on le résultat final, mais en ce qui concerne les positionnements, tout va se jouer là. Ça va se jouer à ce les mécontentements, des envies. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand on projette 2026, c'est qu'on ne compte pas faire des petits calculs. On préfère positionner telle personne par rapport à tel enjeu de 2026. Vous avez été là depuis 2019 et donc quand même vous n'êtes pas le plus intelligent, le plus chanceux, il faut faire place à d'autres. Donc c'est des éléments, et puisque c'est ça tous les qui sont restés dans l'ombre des autres, peut-être pour parler des suppléants qui espéraient à un moment une place quelque part, mais qui malheureusement... Et quand vous avez parlé de l'OJBR, vous permettez, Eman, vous avez parlé de l'OJBR, d'accord, comme une structure de jeunes qui fait un travail formidable sur le terrain, mais n'oublions pas aussi qu'il y a cet autre instrument de jeunes, le cas de concertation des jeunes, qui également prend des positions, fait des tournées, et dont le président est dans ce département du Monokoufo. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un outil qu'on peut utiliser au service, je dirais, des enjeux politiques. Non, ce que je voulais noter, la position actuelle de Bruno Amoussou au sein du parti, parce que si vous voyez qu'on s'attarde un peu sur l'Union progressiste, c'est en tenant compte, je dirais, des réalités du moment. Donc, ce n'est pas une pub pour autant. Ce sont les réalités du moment qui me laissent à dire que pour Bruno Amoussou, qui pendant longtemps, n'est-ce pas, a eu la même mise sur, je dirais, ce département et sur ces circonscriptions électorales, quelles seront vraiment les réalités? Jusqu'à quel niveau Bruno Amoussou sera vraiment écouté? C'est en cela que quand Herman disait, n'est-ce pas, que Bruno Amoussou a plus ou moins son œil dans ce qui se fait à travers, donc, je
Gérard Benochi, j'estime que ça manque pas de pertinence. Mais est-ce que ça donne les mêmes effets quand c'est Gérard Benochi qui peut-être lui-même va chercher à être positionné, chercher à positionner d'autres personnes et autres? Est-ce que les mécontentements et les frustrations qui vont naître, je dirais, des désaccords au niveau des des positionnements ne vont pas... C'est pas qu'ils vont naître. Je vous confirme déjà que sur le terrain, il y a des accords. Voilà. Est-ce que cela ne va pas... Est-ce que cela ne va pas profiter? Voilà. Est-ce que cela ne va pas profiter, n'est-ce pas, à l'opposition? La grosse interrogation est là parce que j'ai rappelé tout à l'heure que c'était une région bien dominée, n'est-ce pas, par les partis de l'opposition aujourd'hui, entre-temps FCVE du passé. Maintenant, comment les choses se font pour équilibrer? Maintenant, pour un acteur qui est dans le gouvernement, notamment le ministre Osbat Ogueki, qui à travers les actions, que ce soit sur la coloration, sous la bannière du gouvernement ou bien des actions personnelles et autres, est-ce que ça ne va vraiment pas influencer les choses? La grosse interrogation est vraiment là. Oui, très rapidement. C'est vrai que nous allons vers des élections législatives. Ici, c'est fils du terroir, c'est la proximité avec la population, c'est la fidélité des populations avec les élus actuels ou avec ceux qui constituent aujourd'hui les leaders dans cette région. Je pense que aucun parti politique, fut-il aujourd'hui, c'est pas assez bien ancré, fut-il assez bien assis, ne va vouloir se faire harakiri. Ça, c'est dire quoi? C'est vrai que on parlait tantôt de Joseph Diakono, qui est le président de l'Union progressiste de renouveau, mais à côté, l'autre qui a pris sa retraite, et dont on suppose que le mot ou le comportement peut influencer le vote des populations dans le Koufo. Je dis oui. Et par rapport à ça, Joseph Diakono n'est pas un super homme pour savoir que dans telle zone, c'est tel qui est populaire, il va falloir qu'il compte forcément sur ceux qui sont là, qui vont lui dire ce qu'il faut faire. Si jamais il se hasarde, parce que oui, il y a un comité qui est mis en place, il se hasarde à coopter des jeunes, des gens qui ne peuvent même pas avoir le suffrage au sein de leur famille, au sein de le suffrage de leur propre femme, même de leurs copines. S'il se hasarde à positionner des gens comme ça, ça veut dire que le parti va travailler à se faire peur ou à se faire harakiri. Donc je pense que c'est aussi l'écoute. Écoutez les gens de la région, écoutez les gens de la zone, parce qu'on ne peut pas soi seul décider de conduire la destinée d'un parti politique. Maintenant, c'est vrai que parce qu'il n'y a pas eu primaire, il n'y a que le budget national est assez bien fourni, parce que tout le monde est en train de courir maintenant pour être en vis-à-vis de ses impôts, pour pouvoir déposer les dossiers. Mais comme vous l'avez rappelé également, il se fait qu'il y a une vraie pagaille au niveau des partis politiques aujourd'hui, où des individus courent pour aller déposer leur dossier, alors qu'en réalité ils savent que même dans leur propre foyer, donc ça travaille alors à attiser davantage cette querelle de positionnement, où on pense que parce qu'on est populaire dans telle zone, on doit être positionné, alors qu'on aurait dû rapidement régler ce dossier là et dire voici ce que le schéma qui se présente. Akimé d'abord. Je reviens toujours sur le déterminant Bruno Amoussou, pour faire soulever un élément important aussi qui va donner l'impression que c'est un non-fleuve tranquille dans la région, mais ce n'est pas évident. Je veux juste prendre la commune de Diakotomé. Diakotomé, dont le ministre des Sports est originaire, bien entendu. Diakotomé, où l'actuel maire a battu pendant plusieurs années pour enfin avoir, je dirais, un mandat électif. C'est le plus vieux et le plus âgé des maires. Exactement, ça c'est Diakotomé. Et Diakotomé, c'est Bruno Amoussou. Donc ça fait 3 noms que je cite qui vont, il n'y a rien à faire, s'affronter en ce qui concerne le positionnement, juste au niveau seulement de la commune de Diakotomé. Parce que la 11e, c'est Diakotomé, c'est Koulekamé et puis c'est Aplakwe. Donc Diakotomé seul a déjà 3 grands électeurs. C'est-à-dire 3 têtes de pont au niveau seulement de la commune. Le ministre Oswald Omeki, je rappelle, l'actuel maire
de la commune de Diakotomé qui est en ce moment-là, oui. et puis le maire et le président Bruno Amoussou. Donc, je crois que ça peut être de ce que la grosse entente est au niveau de la formation politique, au niveau donc, je dis, des rivalités au niveau de au niveau de Diakotomé, mais j'estime que ça peut avoir... qu'il y aura élection à l'UP avant les positionnements. Maintenant, parlant toujours des élections, je crois que Eman a tout de suite soulevé un élément, je ne sais pas si on va le sortir des analyses, bien évidemment. C'est cette question de quitus fiscal, avec tout ce qu'il y a autour. Je crois que vous avez suivi la dernière fois quand il s'agit de la rencontre avec les responsables de la Sénat. Les autres formations politiques ont soulevé le problème sur les difficultés à obtenir le document, puisqu'il n'est pas décentralisé. Ça, il faut le rappeler au passage. Vous rentrez en ligne et puis finalement, vous payez tout ce qu'il y a autour. Seulement que quand vous entendez la bataille qui est faite pour l'obtention de ce quitus fiscal, franchement, ça vous donne matière à réfléchir. Les calculs se refont. Quand les déclarations ne sont pas bien faites, ça va vous jouer plusieurs tours. Il faut réajuster. Les redevances, quand vous n'êtes pas en règle, par ailleurs, c'est doublé fois 2, parce que lorsque j'entends par exemple que vous devez payer une redevance de 4 000 francs le mois et 4 000 francs l'année pour l'ORTB et que vous n'avez pas payé, que la pénalité c'est le double ou c'est l'équivalent de ce que vous devez payer, ça pose un peu au niveau du mot du calcul. Donc je crois que ce sujet et cette question de façon toute particulière mérite qu'on s'y penche pour voir un peu les difficultés que rencontrent en ce moment les candidats dans la collecte des documents qui concourent au dépôt des dossiers pour les législatives prochaines. Oui, comme l'a dit quelqu'un, qui va loin prépare sa monture. Quand vous savez que vous ambitionnez candidater pour les législatives, il fallait tout faire pour être en règle. Voilà, c'est ce que je voulais dire en lien avec le développement de Herman tout à l'heure, parce que oui, il y en a qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et qui franchement, mais pourtant ils ambitionnent, ils ont le souhait. Ça c'est légitime, on ne va pas les condamner parce qu'il y a un niveau de filtre où on fera le filtrage pour peut-être les recaler avec raison. C'est-à-dire que quoi? Que ce soit au niveau des formations politiques, les comités mis en place pour travailler sur le dossier des positionnements et autres, que ce soit les chefs de parti et autres, il faut prendre en compte les questions, les candidats qui sont en règle vis-à-vis du fisc, au niveau donc du quitus fiscal avec les modalités développées par Hakim Sedou au CNUN. Il y a également il y a des candidats de la trempe de Larry Goudouba qui n'ont même pas de bicyclette. Oui, et qui proposent des véhicules aux journalistes et autres, n'est-ce pas? Donc prendre également ceux qui sont en règle vis-à-vis, n'est-ce pas, de la justice, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les dernières élections communales ont mis à mal certaines formations politiques et autres, parce qu'à la dernière minute, on a vu que certains, à travers leur casier judiciaire, n'est-ce pas, ou quelque part, ça portait pas mention d'une condamnation antérieure, mais on a fini par trouver des formules qui montrent qu'ils ont été, condamnés et que ça fait qu'ils ne sont pas en... Bref, il y a tous ces détails-là à prendre en compte de manière... Et que les partis eux-mêmes peuvent déjà opposer ça à ceux qui veulent candidater pour plus ou moins les mettre de côté avant, n'est-ce pas, le jour J. Voilà, le jour J, c'est quand au niveau des formations politiques, nous sommes le 12 aujourd'hui. Oui, le 12. Dans certains partis politiques, ça doit être le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature, mais certainement qu'il y aura prolongation, même si ce n'est pas officiel et rendu public, c'est sûr qu'il y aura quand même... Il y a les 18 heures par endroit, il y a les minuit à d'autres côtés. Oui, il y a aussi la question du quitus fiscal qui aujourd'hui capture les attentions, c'est qu'il faut, je ne sais pas si quelque chose est mis en place comme c'est pas organe pour qu'on puisse délivrer rapidement ces quitus-là, parce que c'est un peu compliqué. Vous invitez une fois encore le directeur général des impôts à prendre des mesures qu'il faut pour aider les potentiels candidats. Oui, ça me rappelle une petite histoire racontée par Boniface Yéhotomé qui estime qu'en son temps, quand la question de quitus fiscal était venue, on lui avait attribué certaines parcelles et autres qui ne l'appartenaient pas, mais qu'il était obligé pour se mettre en règle au moins de payer d'abord, n'est-ce pas, le quitus fiscal lié à cela. De rester là, à traîner. Et à maintenant le vrai propriétaire.
le vrai propriétaire de ces sous. Aujourd'hui, dans l'actualité politique, il y a un acteur qui passe de l'ombre à la lumière, qui va nous donner sa position sur l'échiquier politique national. Il fera donc une déclaration pour nous dire sa destination finale. Il s'agit de Guy Mitokwe. Quand vous regardez l'acteur politique, est-ce que vous avez une idée de là où il ira, Hakimi? Je n'ai pas besoin de me casser la tête pour ça. Je le saurai demain. Dans les heures qui suivent. Au plus tard. Donc, non. Il n'est pas question de chercher à épiloguer sur où est-ce qu'il descend. On a épilogué en son temps sur les mobiles, où j'allais dire le contenu annoncé de ce que sera sa déclaration, parce que c'était annoncé tambour battant. Guy Mitokwe, que j'admire très bien, devait faire une sortie politique. Bon, je vous ai dit en son temps que ça avait tout l'air de tout ça pour ça, bien évidemment. Bon, maintenant, il est encore annoncé depuis hier qu'il fera une sortie tonitruante, il dira où est-ce qu'il va. Là, il va, c'est soit avec l'Union progressiste, le renouveau, parce que ce n'est plus évident, bien entendu. Là, il va, c'est peut-être le BR, ça aussi, c'est pas évident. Là, il ira, par rapport à ces dernières déclarations, c'est certainement peut-être avec vers l'Union et les démocrates, oui. à un pourcentage peut-être très élevé, ou peut-être, je ne sais où. Mais tout parce évidence, que là-bas se retrouvent les acteurs avec lesquels ils ont fait cette résistance à un moment donné. Sa chute doit avoir rapport avec ces déclarations antérieures. Donc, je crois que comme vous avez entendu ce qu'il a dit la dernière fois, vous pouvez dire imagine où est-ce qu'il va. Imaginez pas imaginer, déjà dans l'après-midi, on saura où est-ce qu'il va. Et le raison. Non, je crois qu'Hakimi a tout dit. Moi, je voudrais m'en tenir à ces dernières déclarations, n'est-ce pas, où il a martelé sur une chaîne de la place sa position par rapport au régime en exercice. Ça sous-entend que l'espérer tout de suite au niveau de la mouvance serait, je dirais, une grosse... en tout cas, ce serait une grosse surprise. Il faut peut-être l'attendre au niveau des partis de l'opposition, notamment les démocrates. Maintenant, s'il veut se faire admis au niveau des FCBE, qui le convoitent aussi, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de formations politiques ont besoin d'adhésion. Ont besoin d'adhésion de quelqu'un... Et de quelqu'un qui apporte un plus. Parce que vraiment, il y a des coquilles, je ne connais pas leur contenu, mais qui ont atterri par endroits. Oui, on le dit un peu, pas trop fort, mais les adhésions, forcément, des déterminants. Si aujourd'hui, Guy Mitokwe décide d'aller vers une force politique, c'est forcément tenant compte de ce que ça va devenir, son avenir au sein de cette force politique-là, parce que n'oubliez pas, il a déjà manqué un rendez-vous au Parlement. Il veut forcément retourner à ce Parlement-là, parce que quand on est acteur politique et qu'on rêve d'aller loin, il faut être sur le terrain politique, il faut être là où les décisions se prennent. Je pense que si Guizot décidait juste d'aller au niveau des démocrates, pour moi, ce ne serait qu'un plus pour les démocrates. C'est vrai que ces déclarations antérieures ont déjà montré la voie qu'il veut nous indiquer. Les acteurs politiques ont quelque chose de fuité, qu'ils savent vous dire, ils savent vous dire en tout cas, vous orientez exactement le contraire. Il y en a qui disent le contraire de ce que vous pensez ou de ce qu'ils disent. Donc on attend, comme l'a dit Hakimi, on attend qu'il fasse sa sortie. Mais je le vois déjà au niveau des démocrates. Maintenant, la question de son positionnement, c'est également ça le déterminant de cette adhésion. D'accord, quand on parle des démocrates, on parle des positionnements. Guy Mitokwe, si il advenait qu'il aille dans cette formation politique, c'est dans la 16e. Et je pense que 16e circonscription électorale, je crois. Oui, qui fait 7e ou 13e arrondissement de Cotonou. Mais n'oubliez pas que dans cette 16e-là, il y a son ex-mentor, candidat Zanaï, qui n'est pas candidat. Qui n'est pas candidat, mais dont le silence aussi. Dont le silence. D'accord, cher monsieur, il y a des silences qui sont des silences. Dans le silence. Non, il n'est pas silencieux, on le lit sur les réseaux sociaux. L'animation de la vie politique, ce n'est pas les réseaux sociaux. Quand on est un acteur politique, en la personne de candidat Zanaï, qu'on a pris une partie dans les comportements, dans l'élaboration, dans la vie et comme ça, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que ça se gère. Il faut prendre une place de choix dans l'arène politique, descendre dans l'arène dans laquelle on avait été par le passé. Réseaux sociaux, d'accord, c'est pour ça que moi je dis, pour ceux qui lisent les réseaux sociaux, c'est bon, ils vont l'entendre élaborer et consort,
Mais un candidat Zanaï, c'est beaucoup plus sur le terrain. C'est un combat d'idées. C'est un combat. D'accord. Peut-être que n'a pas fini. Hakimi n'a pas fini. Non, c'est ce que vous direz. Allez-y. Je vous dis que c'est pas derrière les smartphones, c'est pas derrière les réseaux sociaux que ça se gère l'actualité politique. Non, mais il a déjà pratiqué le terrain pendant plusieurs années. Cette fois-ci, il se dit bon, on va laisser. Il apporte juste une petite contribution au débat politique. Non, aucune contribution. Vous savez, aucune. Vous savez, le terrain politique chez nous, Bénin, est un peu compliqué et complexe à la fois. Quand on élabore tantôt sur le Koufo, il a évoqué le cas Bruno Amoussou. C'est les acteurs politiques qui n'ont pas besoin de sortir sur les 15 jours de campagne. Il suffit que Bruno Amoussou sorte, si c'est la campagne finie vendredi minuit, il suffit qu'il sorte à 17h, qu'il dise un mot pour que les gens se disent bon, le match est plié. Les attitudes et les aptitudes des acteurs politiques ne sont pas les mêmes. Bruno Amoussou a son mode de fonctionnement qu'on lui connaît. Candidat Zanaï a son mode de fonctionnement qu'on lui connaît. Dans ce pays, vous n'avez pas oublié la fameuse expression, sachez que l'événement est proche. C'est Bruno Amoussou qui l'a dit. Il suffit que ces gens-là sortent avec tout ce qu'on le connaît. Et donc ici aussi pour la 16e, je dis le silence. Mais il fait juste une sortie. Il faut la juste une sortie. Non, il fait juste une sortie parce qu'il a aussi sa troupe. N'oublions pas qu'il a sa troupe. Mais bon, voilà. Cette troupe-là. Et aujourd'hui, les partis travailleraient. Aujourd'hui, pour finir avec Hakimi, aujourd'hui, les partis travailleraient à composer avec il était en train de dire que Herman ne voulait pas que nous le prononcions sur le c'est Hakimi qui a de manager la parole. Et Wakam doit rectifier, c'est Hakimi qui ne voulait pas que vous ayez. Non, ce que Hakimi dit est vraiment c'est l'animation de la vie politique, surtout quand on prend les différents acteurs, on ne les connaissait pas leur passé. Maintenant, les réformes qu'ils ont essayé eux-mêmes d'apporter dans leur style de gestion du terrain, dans leur style d'animation de la vie politique, franchement, ça ne cadre pas avec les réalités du moment. Il faut revoir ces réformes-là. L'animation de la vie politique, c'est qu'on prend une part active. Maintenant, le silence, ça peut peut-être être interprété également comme un silence de sagesse. Pourquoi pas? Après peut-être déploiement d'énergie, après plusieurs mois. Merci, cher monsieur. On a abordé les travaux d'asphaltage sont passés par son QG. Les populations ont d'autres comportements déjà. Je vous assure que c'est du has-been. Voilà, ça peut être Merci. Le lundi prochain, on parlera des 15e et 16e circonscriptions électorales. Vous aurez l'opportunité de revenir parler de ces acteurs qui feront l'élection ou les élections législatives à venir. Allez, demain, on sera dans la 13e et la 14e, la Djougou, qui est une circonscription électorale à lui seul. Qui va produire 3 sièges. Qui constitue aussi une circonscription. Les deux Basila, Kopargo et Waké. On sera chez Hakimi demain. Hakimi est du Bénin, il est de partout. Oubliez tout à l'heure, il était à Diago. Vous n'allez pas le convaincre. C'est que demain, c'est Hakimi qui va beaucoup élaborer sur le sujet. Allez, très rapidement, oui, la Cour constitutionnelle, après le départ de Joseph Diogbenou, la démission de Joseph Diogbenou pour d'autres activités, notamment la politique, eh bien, son vice-président qui était donc désigné intérimaire passe désormais président de cette institution, et à la vice-présidence nous avons Sylvain Nouati. Ils sont tous de grands acteurs, ils ont un parcours édifiant, magistrats de classe à la retraite. Herman. Oui, 2 magistrats pour conduire et finir le mandat, l'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle. Je ne dirais pas que c'est une première, même si on n'a jamais eu effectivement à la tête de la Cour constitutionnelle un président magistrat et un vice-président magistrat. Quand vous faites un peu le point de Elisabeth Poyon, magistrate, Joseph Sawensou, professeur d'université, Théodore Olo, professeur d'université également, Maître Robert Dossou, avocat, Joseph Diogbenou, voilà, professeur d'université, avocat également. Vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'on a 2 magistrats qui gèrent l'institution. Ici, ce que Fraternité a fait remarquer, et que je prends en mon compte également, c'est qu'on n'a pas pu encore assister à la désignation du remplaçant de Maître Joseph Diogbenou à
à la Cour constitutionnelle, alors que les tests ont dit le délai de 2 mois est passé. Oui, c'est passé. Les tests ont dit que c'est dans les 2 mois. Les tests, la loi organique revue dit que c'est 2 mois après la démission qu'on doit désigner. Est-ce que cette désignation, on me dira que c'est normal parce qu'il faut quand même pas que l'intérim dure longtemps, mais je pense qu'il fallait avoir les 7 sages pour faire ces désignations-là. Voilà, quand vous écoutez certains juristes, ils vous disent clairement que ça n'entrave pas le bon fonctionnement de la Cour. L'idéal, c'est d'avoir les 7 sages, mais avec 6, la Cour peut fonctionner. Oui, c'est comme si on venait encore nous dire qu'avec 5 sages, ça ne pose aucun problème. Je pense qu'en réfléchissant pour mettre un chiffre impair, ce n'était pas hasard. Il s'agit quand même d'une institution dont les décisions engagent la nation et comme on le sait, c'est sans recours. Ça veut dire qu'on a besoin des têtes pensantes au-delà de tout, n'est-ce pas, qui réfléchissent et qui pèsent le pour et le contre pour éviter de nous envoyer dans le gouffre. Un élément, on dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc un de moins, n'est-ce pas, peut amener peut-être à toute autre chose. Ça veut dire quoi? Qu'on aurait eu un seul élément de plus, donc pour être 7, pour que lors d'une prise de décision, la position de cette seule personne attire l'attention des autres de manière à ce qu'on dise attention, là où nous voulons conduire le peuple, la décision que nous voulons rendre vraiment au-delà de tout, ça peut incendier le pays. On ne le souhaite pas. Mais quand on revient, on peut dire que oui, on a affaire à des acteurs qui connaissent déjà la maison, qui ont désormais plus de responsabilités qu'ils en avaient par le passé. Quand Joseph Diogbenou a décidé de se retirer pour se mettre dans l'activisme politique, ceux-ci sont restés. Et donc, après l'élection par les pairs, Razaki Amoda, n'est-ce pas, Isifou, va conduire désormais les destinées de l'institution. On doit s'attendre à ce que ces différents acteurs prennent la mesure de la situation, prennent la charge qui est désormais la leur, parce que je rappelle, l'institution constitutionnelle au milieu des autres institutions n'est pas banale. C'est une institution dont les décisions vraiment engagent l'avenir de toute la nation. Il faut en tenir compte. Oui, on vous écoute, Hakim. Oui, Eman fait bien de reprendre le constat du quotidien Fraternité parce que c'est un constat pertinent. Aucune explication ne tiendrait de ce qui est bien. On peut fonctionner comme ça quand c'est 6. Le législateur qui a prévu que ce soit 7, c'est pourquoi il a prévu que ce soit 7. C'est pas pourquoi ça bloque la désignation du remplaçant de Joseph Diogbenou. Ça revenait à l'Assemblée nationale de le faire. Il faut désigner le remplaçant de Joseph Diogbenou. Il faut le faire dans les plus brefs délais pour rester en règle. Parce qu'il s'agit quand même de la Cour. Et cette Cour rend des décisions sans recours. Cette Cour est légaliste. Et quand c'est comme ça, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Que tout au moins le fonctionnement soit en respect avec les règles en la matière. Il faut forcément que le président Vlavonou, Louis et les siens prennent la mesure de la situation et qu'instamment, on propose le remplaçant, le président Joseph Diogbenou. Soit dit en passant. Maintenant, ce qui concerne les 2 personnalités dont vous parlez, ce sont 2 personnalités qu'on ne présente plus, d'ailleurs habituées de cette institution parlementaire et de cette juridiction constitutionnelle. Amoda Razaki, magistrat à la retraite hors classe, autant que Nouati Sylvain également. Ça veut dire quoi en termes, exactement. Quand on parle des 2, c'est quand même 2 personnalités très fortes dans l'appareil juridictionnel. D'aucuns diront, même si ça semble un peu superflu, qu'on tente tout au moins de gérer un certain équilibre régional au niveau des institutions de notre République. L'Assemblée nationale, Vlavonou Louis, la Cour suprême d'Assis, mais bon, enfin, je dirais la Cour constitutionnelle Amoda Razaki, qu'on ne présente plus, un acteur politique en son temps qui est allé un peu se reposer dans son Péonco natal et qui a fait le combat politique en son temps aux côtés d'un certain Blaise Diop-Tchané. Bref, c'était un rappel qui reste peut-être superflu, mais il faut de temps en temps mettre le doigt sur cet état de choses. Maintenant, la grosse mission, on la connaît. Nous sommes déjà aux portes des élections prochaines. On sait quel rôle joueront ces différentes institutions. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a dit Eman, rappelé par le quotidien Fraternité, que le remplaçant de Joseph Diogbenou soit désigné pour que l'institution ait désormais les 7 membres pour poursuivre le travail et la mission qui leur a été confiée, ces différents membres assermentés. C'est très très important. Il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Et sur ce point, c'est vrai qu'il y a eu une certaine confusion
avec le départ du juge Genou, c'est qu'il y a une ancienne loi qui avait dit que la désignation du remplaçant est faite dans le mois de la démission. Mais il y a une autre loi organique qui très rapidement avait été, peut-être qui a été ventilée, et qui postule que c'est dans les 2 mois, c'est 2 mois après la démission, dans les 2 mois de la démission qu'on le fait. Donc les 2 mois sont passés, nous sommes déjà à 3 mois maintenant. Ce qui bloque fondamentalement, qu'est-ce qui bloque fondamentalement la désignation? Il faut peut-être chercher une autre loi organique parce que la première loi disait 1 mois dans le mois de la démission. Après, c'est dans les 2 mois. De toutes les façons, les 2 délais sont déjà passés. Les décisions mises en place pour 5 ans. Et je rappelle, fini dans quelques mois. Je rappelle que la justice constitutionnelle omet des magistrats, c'est forcément son pesant d'or. On va voir comment est-ce que ça va marcher. Et le droit de grève, la restriction de ce droit aux travailleurs, au personnel qui travaillent dans le secteur maritime, hydrocarbures, et puis le secteur aéroportuaire. C'est vrai que c'est une demande du gouvernement qui est finalement actée par les députés à l'Assemblée nationale. Et c'était hier, on dit que la violation de l'interdiction de grève est punie d'une peine d'amende de 1 à 5 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. C'est l'alinéa 2 de cette loi qui a été adoptée qui le précise. Wahabali Kwara. Je crois que c'est entendu parce que quand c'est acté. Hein. Ceux qui ont déjà fait l'expérience, le savent au niveau de la bourse de travail. Il y en a qui sont déjà habitués bien avant qu'on arrive à mettre l'accent sur les secteurs du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. C'est vrai, il faut d'abord reconnaître la sensibilité, donc le caractère sensible de ces 3 secteurs-là, le transport, l'aéroportuaire, les hydrocarbures. Et par conséquent, lorsque ce sont des personnes qui décident d'aller en grève, ça met en mal, n'est-ce pas, je dirais, toute l'économie, ça met en mal bien de choses. Quand on a fini de dire ça, c'est de se référer à ce qu'on avait vécu à l'aéroport de Cotonou quand certains agents étaient allés en grève en son temps. Au-delà de tout, une loi est votée en la matière, nul n'est au-dessus de la loi. C'est chercher à s'exécuter durales sed les. Comme le dit souvent Herman et ses invités sur le plateau ici. La loi, elle est dure, mais elle reste la loi qu'il faut appliquer. C'est le caractère sensible de ces secteurs-là qui ont amené le gouvernement à prendre des mesures pareilles. Maintenant, ce qu'il faut attendre du gouvernement en retour, c'est d'espérer que on soit aussi à l'écoute des travailleurs parce qu'on ne va pas en grève par fantaisie. Il y a bien de raisons qui amènent les travailleurs et les acteurs en grève. C'est que le gouvernement puisse se montrer disponible, être à l'écoute pour que les doléances par moment de ces acteurs, de ces travailleurs soient étudiées, n'est-ce pas? Qu'il y ait une satisfaction au minimum, n'est-ce pas? Qui les empêche d'aller en grève de manière à ce que vraiment ils arrivent à digérer un peu comme l'a fait ou un peu comme l'ont fait les autres secteurs où la grève est interdite depuis bien longtemps. Oui, projet de loi, je pense que le gouvernement avait déjà expliqué les raisons pour lesquelles cette relecture était nécessaire. La restriction du droit de grève votée par les députés, c'est vrai que les députés qui doivent accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la montée du terrorisme et tout. 3 secteurs clés qui sont très sensibles également, mais il faut aussi rappeler que la loi a fait une sorte de bras tendu vers les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel. Et donc désormais, oui, ça veut dire que même à ce niveau, même si la grève est autorisée, le service minimum est requis, et donc toute personne qui requis pour le service minimum ne va pas s'exécuter va également tomber sous le coup de la loi. Je pense que c'est ce qu'il faut plutôt souhaiter, c'est que les travailleurs n'en viennent pas à forcément débrayer pour avoir ce qui leur est dû. C'est que dans une sorte de collaboration et de coopération, que l'État puisse échanger avec les partenaires sociaux, de sorte qu'on puisse anticiper ces différentes crises. Voilà. Alors, on dit qu'ils sont considérés dans cette décision, dans cette loi, les magistrats, les agents des services judiciaires, pénitentiaires, les agents de l'État en service dans les juridictions, les régies financières de l'État et le secteur des télécommunications, à l'exception des radios et télévisions privées.
Bon. On est qu'un de où? C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas encore concerné. Bon, d'accord, merci Hakimi. Hakimi ne veut pas jouer la hack de radio. Hakimi, merci à vous. Vous n'avez rien à dire? D'accord, Ali Mouni et Ali Paraoha, merci bien. Et merci à vous, Evan Parfiani Mboussou. Chers téléspectateurs, merci de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. Portez-vous bien, gardez le sourire. Voici pour vous la revue de presse. On se retrouve demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au Parlement, rapporte ce jour le matinal, les députés présents et représentés ont adopté hier mardi la loi modifiant et complétant celle portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi du 5 octobre 2018. C'est à l'issue de la 4e session extraordinaire au titre de l'année 2022 présidée par Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Fraternité explique qu'au regard des nouvelles dispositions, la violation de l'interdiction de grève est punie d'une peine d'amende de 1 à 5 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, mentionne la loi adoptée. Par ailleurs, il est dit à l'article 14 du texte adopté que les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel à qui la loi n'a pas interdit la grève et dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l'État, sont tenus d'assurer un service minimum en cas de grève. Sont considérés comme tels les magistrats, les agents des services judiciaires et pénitentiaires et agents de l'État en service dans les juridictions, les régies financières de l'État et les télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées. Et au sujet du drame survenu au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou, Matin Libre pense que la nécessité est de ne point hésiter à punir sévèrement tous ceux qui sont responsables de cette situation qui a coûté la vie à des citoyens. Outre la division électricité, des responsables de cet hôpital de référence devront répondre de la politique mise en place pour éviter un pire scénario, car il reste inadmissible qu'un tel service de soins urgents puisse manquer ne serait-ce qu'une seule seconde de l'énergie électrique. Il faudra également remonter à la Société béninoise d'énergie électrique qui devrait s'assurer de la fourniture électrique en continu à certains services comme celui-ci. Et dans cette affaire, Info Matin pense qu'à défaut de démissionner, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, doit se mettre à la disposition de la justice. Dans la suite, Razaki Amouda, intérimaire de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle, est confirmé président de la plus haute institution, annonce ce matin les publications. Le Grand Matin écrit alors que le magistrat hors classe à la retraite Razaki Amouda Issifou est désormais le nouveau président de la Cour constitutionnelle, ancien vice-président et assurant l'intérim du président de l'institution depuis le 12 juillet dernier, date de la démission du professeur Joseph Diogbenou. Il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale des conseillers qui s'est tenue mardi. Cette élection, selon le matinal, met fin à environ 3 mois d'intérim à la Cour constitutionnelle. Du coup, l'homme quitte donc cette position d'intérimaire et devient officiellement le nouveau président de la Cour constitutionnelle. En rappelant que cette élection intervient à moins de 3 mois des législatives, Fraternité explique qu'elle a été faite conformément à l'article 3 qui dispose que le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 5 ans parmi les magistrats et les juristes membres de la Cour. Et à côté de la photo du nouveau président, le journal affiche celle du nouveau vice-président Sylvain Nouati, magistrat hors classe à la retraite. Il a occupé de grandes responsabilités dans les cours et tribunaux, comme président des tribunaux de Porto Novo, d'Abomey et de Lokossa. Et puis, s'il y a quelques parutions parlaient de possibles ajustements,
des prix des produits pétroliers, ce matin, Bénin Intelligent revient sur la question et estime qu'il est possible au regard de la dynamique mondiale que le gouvernement consente prochainement à un réajustement des prix à la pompe, notamment pour l'essence et le gasoil, en stabilisant les prix des produits pétroliers à la pompe en mars dernier. Le gouvernement avait indiqué qu'il en serait ainsi pour 3 mois, ce qui veut dire qu'à fin juin dernier, les prix auraient pu être révisés. Pourtant, souligne le journal, malgré la conjoncture défavorable à l'international, le gouvernement a maintenu ses subventions massives au profit de ces produits afin de soutenir le pouvoir d'achat et soulager les consommateurs. Merci d'avoir été à l'écoute.